et bienvenue dans cette 3e édition du Sommet des crypto-monnaies en compagnie de Julien et de Alex. Merci à vous d'être là encore une fois. Et puis pour Julien, eh bien c'est ta première fois et donc j'en profite pour t'introduire parce que c'est sûrement toi qui feras l'année prochaine toutes les interviews parce que tu es bien meilleur que moi dans ce domaine et donc du coup ça met un niveau de professionnalisme plus élevé, moi je trouve en tout cas. Puis tu es plus à l'aise avec ça, c'est ton métier finalement. Donc du coup, voici Julien qui s'occupera sûrement donc des interviews l'année prochaine. Julien, je te laisse présenter notre invité et puis te présenter aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, je vais me présenter rapidement et puis Alexandre, je te laisserai te présenter juste après. Dans le fond, moi je suis cofondateur du podcast Balado 3.0, donc c'est un podcast que j'ai créé avec mes 2 frères. Donc c'est 3 frères dans la trentaine qui parlent du Web3. On parle de finances en général, pas seulement de crypto-monnaie, puis on parle beaucoup de psychologie parce que c'est un sujet qui nous intéresse énormément tous les 3 également. Et puis si vous voulez voir la chaîne YouTube, ça s'appelle Trilem, Trilem.media et le site web trilem.com tout simplement qui devrait être en ligne a priori quand les vidéos vont être publiées. Donc voilà, très content de pouvoir animer cette discussion et merci Stéphanie de me présenter tout ce beau monde-là. Donc Alexandre, j'ai pas encore le plaisir de te connaître, donc c'est cool, on va pouvoir jaser ensemble tous les deux. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, enchanté, ça fait plaisir de te connaître. Puis Stéphanie, vraiment, les 2 premières années, tu as fait une super job. Donc, ça n'enlève absolument rien à tout ce que tu as fait. Puis, je continue à croire là, que tu as ta place là, merci. Dans tout ça. Là, merci, Alex. Ça fera toujours plaisir Je suis 100% d'accord. d'être ici. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. C'est mérité. C'est ça. Ça fait la 3e année ici que je participe à l'interview au sommet crypto-monnaie. Je m'appelle Savage Crypto. Ça fait 6 ans que j'étais en crypto-monnaie et j'ai un peu touché à tout depuis mes débuts en crypto-monnaie. J'ai commencé mon aventure avec les données on-chain, avec les airdrops. Donc, j'étais assez polyvalent, puis c'est ça, j'étais un mordu de crypto, là, comme vous deux, là, sans aucun doute. Et alors, du coup, je te coupe 2 secondes, ça me fait rebondir, parce que c'est vrai que la première année, on a parlé des analyses on-chain, que tu étais là-dedans, et tu avais même fait une formation à ce sujet-là. Ensuite, la 2e année, on a parlé plutôt des airdrops, parce que tu étais justement, là aussi, tu as fait une formation à ce sujet-là. Est-ce que cette année, il y a un 3e sujet, ou tu es encore dans ces 2-là? En fait, je pense que ça va être un sommaire de tout. Parce que c'est cyclique, un peu comme les crypto-monnaies, tu sais. Le dernier volet que je me concentrais plus, tu sais, il y avait de l'argent à faire, puis je me suis positionné relativement tôt sur le narratif des airdrops. Donc, j'ai réussi à faire quand même un bon montant d'argent. Oh. En ce moment, tu sais, en septembre 2024, tu sais, je dois avouer que c'est pas mal la fin de ce narratif-là. Il y a des gens qui continuent. C'est bien correct parce qu'il y a comme beaucoup d'apprentissage à faire. Fait que, tu sais, il y a beaucoup plus que juste de l'argent à gagner. Il y a tout l'aspect formation, apprentissage, mais pour moi, c'est la fin. Puis je vais passer plus vers, une analyse globale. Je vais me concentrer sur c'est ça, le marché, puis profiter du marché aussi, parce qu'on le sait, il y a absolument rien de plus profitable que d'être bien positionné dans un marché aussi, puis d'être vraiment 100% concentré là-dessus. Tu m'as tendu une perche, alors je la prends au passage. L'année dernière, on avait eu des commentaires comme quoi nos vidéos étaient préenregistrées, que les gens ne comprenaient pas pourquoi. Donc je vous le précise, c'est parce qu'on a tous des horaires différents, parce qu'on est tous répartis sur des continents différents, et que c'est totalement impossible physiquement de pouvoir faire des lives à chaque fois sur une durée aussi courte, qui est le week-end du sommet. Donc du coup, c'est pour ça qu'on préenregistre les vidéos à l'avance. Donc là, on est le 3 septembre
septembre 2024. Alors dis-moi, moi je suis curieux d'en apprendre un peu plus sur toi. Tu nous disais tout à l'heure que justement tu étais passé full-time crypto, tu nous as dit ça juste avant qu'on lance l'enregistrement. Qu'est-ce que tu faisais avant, juste pour que j'ai une idée de ton bac? Excuse-moi. Ouais, félicitations à nouveau et publiquement. Et qu'est-ce que tu faisais avant du coup? Quel était ton background et comment t'es tombé dans la crypto-monnaie? Ouais, mais en fait, je suis ingénieur de formation, donc j'étais ingénieur chargé de projet là, dans le milieu hospitalier pour les projets de construction, d'agrandissement, de rénovation, d'installation d'appareils médicaux, tout ce qu'il peut y avoir dans les hôpitaux. Donc pendant juste trop longtemps, j'avais trop de chapeaux, donc ça faisait longtemps que je préparais là, mon départ. Et puis, je voulais comme vraiment avoir l'opportunité de voir si c'est une opportunité qui est viable sur le long terme et de me laisser 1 an. Donc, présentement, full-time crypto, mais c'est ça, pour 1 an. Je donne tout ce que je peux pour 1 an, puis je vais voir qu'est-ce que je fais pour la suite. Parce qu'il y a quand même beaucoup en jeu. J'ai une famille, puis vous le savez probablement, là, j'imagine que tu as une famille, Julien, là, où t'es sur le point. Ben, tu sais, ça, c'est des obligations, tu sais. Fait que je vais aller stratégiquement, puis je vais voir si c'est un move qui est viable. Comparativement à ce qu'on peut voir ou lire sur les réseaux sociaux, être full-time crypto, c'est facile, tu fais de l'argent, puis en tout cas, c'est pas vraiment la réalité, là. Il y a beaucoup de risques, puis ton succès, tu sais, tu peux être pendant plusieurs années à pas être connu, puis te demander si tu devrais continuer à faire ça, là. Mais pour l'instant, ça va bien, puis à voir là, dans 1 an si je fais le saut pour de vrai. Ce que les gens oublient aussi un petit peu quand on parle de full-time crypto, c'est que le bull run, ça dure 1 an, mais le cycle, il dure 4 ans, en tout cas de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, ça te laisse 3 ans à trouver un autre moyen de pouvoir vivre, tu vois. Donc, ça peut être soit par ta chaîne YouTube, soit par du trading, soit par des airdrops, tout un tas de choses. Mais c'est sûr que c'est pas le holding qui va te faire vivre pendant 3 ans, si tu veux. Tout dépendamment de ce que tu fais comme gain. Exact. Aussi. C'est ça, ouais. C'est drôle, c'est ce que j'allais dire. On est un peu à un point assez similaire en fait. Et moi, de la même façon, j'ai quitté mon emploi la samedi. Et tout le monde te pose la question aussi. en fait. Merci Stéphanie. C'est vrai que tout le monde te pose la question et du coup, tu vas faire quoi? Et je réalise que c'est pas encore. On a l'air un peu d'extraterrestre de dire je vais me mettre full-time crypto, mais c'est pas en train de se péter la gueule en ce moment. C'est un peu les commentaires que j'ai eus. Et c'est vrai que donc déjà socialement je trouve que c'est encore bizarre et c'est bien que t'aies donné quelques éléments de réponse parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ça veut dire quoi être full-time crypto? Donc c'est vrai que t'as une chaîne YouTube, donc tu crées du contenu, tu fais du trading, tu faisais des airdrops. Est-ce que toi t'as prévu de mettre en place autre chose justement pour ces moments justement quand le marché monte, tout va bien, on est capable de sortir de la liquidité, mais dans les moments plus crunchy, comment est-ce que tu vois ça et comment tu prévois de réagir? Et puis, on va aussi rappeler qu'il a écrit un livre, hein, Alexandre. Tu as écrit un livre avec exact. Paul. Donc, ça aussi, c'est pas rien. Est-ce qu'il y a un autre projet de livre, par exemple, justement, ou des choses comme ça? Ben, tu vois, juste avant de quitter mon emploi, j'ai pendant mes vacances, là, ça fait 1 an que je travaille la traduction anglaise. Fait que là, j'ai le livre traduit en anglais. Ça a été long, mais c'est quand même tout un projet, là, juste faire un livre, mais après ça, de le traduire, là. Ouais, c'est ça, le livre anglais devrait être publié sur Amazon bientôt. Ah oh? Pour répondre à ta question, écoute, je pense que il y a pas de solution miracle, là. Un plan, tu sais, parce que, comme tu dis, Stéphanie, ça dure 4 ans jusqu'à vie contraire. Puis on s'enligne, je pense, sur un autre cycle de 4 ans, là. Peu importe ce que les gens vont dire, on verra à l'automne 2025, là, mais tu sais, comme dans un bear market, c'est à peu près 1 an là, que tu subis la perte, mais il y a quand même une façon de profiter d'un bear market.
il y a quand même de la volatilité, puis c'est ça qu'on recherche pour faire de l'argent. Dans un bull market, ben c'est de la volatilité qui mène à des prix plus hauts, puis dans un bear market, ben c'est de la volatilité qui mène à des prix plus bas. Donc si tu sais un peu trader, ben il y a façon de faire de l'argent. C'est juste pas en hold-down. C'est juste ça la différence, parce qu'en hold-down, c'est comme si tu pariais que le marché va à la hausse. Donc, je mise là-dessus, je mise sur ma chaîne YouTube, je mise sur mes services, j'ai un groupe privé que ça fait 1 an que j'ai. Dans le prochain bear market, bien peut-être que ça sera le temps de farmer les airdrops, à voir. Je vais évaluer le marché rendu là. Mais tu sais, il y aura toujours façon de faire de l'argent, que ce soit dans un marché aussi que baissier. C'est juste que faut rester agile. Voilà, il faut s'adapter à faut être plus agile dans un bear market. C'est ça. Puis les stratégies changent selon les phases où on se trouve justement. Donc il faut s'adapter à ça, mais pour s'adapter, il faut avoir les connaissances. Donc c'est de l'apprentissage en permanence. C'est de la formation continue, c'est sûr. On est dans une industrie qui est en train qui est amenée à boomer, qui a déjà commencé à boomer, mais on est encore au début du truc, c'est sûr. Si on prend du recul, je sais qu'il y a plein de parallèles qui sont faits avec, par exemple, l'économie Internet, les boîtes tech, etc. C'est sûr que si on compare, on est plutôt au début du truc. Toi, du coup, je suis curieux qu'on parle un peu d'airdrop, parce qu'on n'a pas eu la chance justement d'avoir un invité spécialisé là-dedans jusqu'à maintenant. Donc même si j'ai cru comprendre que c'est quelque chose que tu mettais un peu de côté en ce moment, parce que tu sens que le momentum il est passé, qu'est-ce qui t'a amené toi à faire des airdrops? C'était quoi ta stratégie que tu as mis en place? Et mettons, c'est quoi le plus gros airdrop que tu as pu farmer par exemple? Mais en fait, j'ai commencé dans le temps d'Uniswap. J'ai passé une journée d'être éligible là, à Uniswap en 2020, je pense, automne 2020. Puis c'est ça, quand j'avais regardé le snapshot, ben c'était une journée que j'avais utilisé pour la première fois, une journée avant le snapshot. Puis là, je m'étais dit, Colin. Mais c'est pas grave, ça m'a motivé ça l'a éveillé justement. Ça m'a éveillé par rapport à ça, par rapport au fait que c'est une façon de faire de l'argent en crypto-monnaie, puis d'apprendre aussi, parce que tu apprends comme plein de choses dans le monde décentralisé. Puis, tu sais, les connaissances acquises quand tu fais ça après, tu sais, un certain temps, tu deviens à être le meilleur justement en utilisation de plateformes décentralisées. Tu deviens carrément une sommité dans ce domaine-là. Après 1 an, 2 ans, il n'y a plus de secret. Fait qu'il y a vraiment plus que juste l'argent à gagner. Puis, tu vois, quelques mois plus tard, j'ai pu avoir mon premier airdrop là, d'importance. Là, c'était DYDX. J'avais passé, je pense même pas 15 minutes là, sur la plateforme. J'avais déposé des Ethereum, puis je pense que j'ai pris un trade sur la plateforme. Puis ça m'a rapporté 15 000 US. Ça, c'était le temps. Le bon temps. Le bon temps. Mon petit frère l'a eu aussi, celui-là. Il m'a dit, j'ai fait 10 000 balles sur des YDX. J'étais OK, j'ai manqué lui. Ouais, non. Ça, c'était le bon temps. Tu sais, comme que tu pouvais passer presque pas de temps, dépenser presque rien, puis avoir là, comme une somme astronomique en échange. Mm. Aujourd'hui, on est rendu à l'opposé, puis c'est pour ça que j'ai arrêté. Tu dois dépenser beaucoup, puis même que dans certains cas, tu ne récupères pas le montant que t'as mis exactement. Tu sais, dans les YDX, j'ai peut-être payé un frais de transaction en 2021. Je sais pas si vous en rappelez, Julien, Stéphanie, mais ça coûtait assez cher. Là, tu sais, c'était peut-être. Les gas fees, ouais, ils étaient assez élevés. Hein, ça a pas mal baissé depuis. C'était peut-être proche de 100 $. Là. Ouais. Fait que tu te dis, pourquoi je fais ça? Tu sais, c'est absolument comme ça n'a pas de sens. Je viens de brûler 100 pièces là, puis. Mais ça a été rentable. C'est comme, je sais. Ça a été rentable. Oui. Mais c'est peut-être pour ça justement la barrière à l'entrée était plus grande, donc il y avait moins de gens qui le faisaient, donc tu partageais le gâteau avec moins de participants. Forcément, les airdrops étaient plus importants. Est-ce qu'on peut juste rappeler pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas les airdrops, qu'est-ce que c'est un airdrop? Ouais, en fait, c'est ça. Un airdrop, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est de l'argent qui est donné gratuitement via un jeton.
d'une application décentralisée qui n'a toujours pas sa crypto-monnaie et qui désire le lancer. Puis un airdrop, ben, c'est une façon de faire du marketing, donner de la visibilité à leur projet, puis de récompenser les utilisateurs initiaux. Donc ça, c'était la définition d'un airdrop. Juste pour que les gens comprennent bien, en fait, c'est-à-dire que tu es allé sur la plateforme DYDX, tu as utilisé cette plateforme, et donc du coup, pour te remercier, quand DYDX a eu son jeton, eh bien ils t'ont donné des jetons gratuitement qui avaient un certain prix, donc tes $15,000. Et donc c'est ça, en fait, ils t'ont remercié parce que tu as été un des premiers à croire dans cette plateforme et à utiliser cette plateforme. C'est ça? Tout à fait. Tu peux continuer. Donc la différence avec aujourd'hui, donc ça c'était la définition d'avant, et c'est quoi la définition d'aujourd'hui? Ouais, ben en fait, la définition d'aujourd'hui, bon, c'est un peu homemade là, puisque tu me le demandes là, mais la définition d'aujourd'hui, c'est, tu sais, oui, c'est toujours une façon de faire du marketing, mais il pousse beaucoup trop le marketing au point que, dans le fond, il n'y a plus tant d'incitatifs à chasser les airdrops. Parce que le retour sur investissement en temps, argent n'est plus intéressant. Parce que le timing n'est plus bon. On le sait, chasser les airdrops, c'était une activité de bear market. C'est pas une activité de bull market. Profiter d'un marché aussi, il n'y a absolument rien de plus profitable que ça. Donc, pour moi, tu sais, c'est un long sens de continuer là-dedans. Puis ça l'a changé parce que, avant, c'était de récompenser les utilisateurs qui interagissaient tôt avec une application décentralisée. Aujourd'hui, bien, les applications vont dire publiquement voici ce qu'on fait, on va avoir un token, vous avez encore 1 an pour le farmer, on va vous farmer à fond parce que on veut avoir un maximum de visibilité, puis on va rien vous donner au bout de la ligne. Donc, c'est un peu rendu, c'est ça... Des foutages de gueule. Ouais, un peu. C'est malheureux, mais je pense que c'est un cycle. C'est pas parce que c'est comme ça en ce moment que ça va toujours le rester. Mais il reste qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés à ça. Donc, plus de participants, donc moins que les récompenses sont intéressantes. À voir dans le futur comment ça va évoluer. Ouais. Moi, il y en a un qui m'avait marqué quand même sur ce cycle, c'était Bonk avec les Solana mobiles. J'avais trouvé ça intéressant. J'ai l'impression que ça pourrait être quasiment en tout cas, ça peut donner peut-être des idées. Tu parlais tout à l'heure du mot marketing. En fait, c'est vraiment ça. C'est comment les nouvelles boîtes, nouvelles entreprises s'introduisent sur le marché et ils jouent sur ce côté un peu tendance. C'est sûr que le mot airdrop, je pense que si tu peux voir le nombre de recherches sur Google, il a dû avoir un pic à mon avis en début d'année là. Est-ce que toi tu l'avais vu celui-là de Bonk? Qu'est-ce que tu en avais pensé? Non, mais on peut pas tout faire non plus. Tu sais, en crypto-monnaie, il y a des milliers puis des milliers de crypto-monnaies, puis il en sort des centaines quasiment chaque jour. On peut pas tout faire, on peut pas tout suivre. Faut choisir ses batailles. Mais je pense que ça a été... Est-ce que ça a payé le téléphone? Je pense ouais, c'est ça, exactement. En fait, de mémoire, donc en gros, quand on achetait le téléphone, il y avait dans le téléphone était caché justement une application et tu avais en équivalent dollar, je crois que c'était $500 de valeur de banque si tu les vendais sur le marché au prix du moment. Et le téléphone valait genre $550 ou $600. Et quand les gens l'ont su, il a commencé à avoir un espèce de marché noir des Solana mobiles qui se vendaient pour avoir justement accès à ce airdrop-là. Et je crois que j'ai vu passer des téléphones à $2,000, il me semble, à un moment donné sur eBay. Ah ouais, wow. Donc pour dire comment... donc les gens commençaient à trader des téléphones. Mais on est dans un monde incroyable. Hein. Pour moi, c'est le dégène à fond, quoi, là. Mais c'est pas intéressant. Si c'est pas de la pâte du gain, ça, je sais pas ce que c'est. Ben non, c'est ça, exact. Mais ouais... Ok, bah super intéressant. Moi, c'est vrai que j'avais fait Optimism et Arbitrum, c'est à peu près les 2 seuls airdrops que j'avais fait, qui ont été payants, donc ça c'était cool. Mais c'est vrai qu'autour de moi, j'ai beaucoup de gens, j'entends plus des gens déçus aujourd'hui, effectivement, des airdrops qui mettent beaucoup de temps, qui ont beaucoup d'attentes par rapport justement à ce qu'on a pu voir par le passé.
et qui finalement disent tu sais, avoir su, j'aurais mis mon temps autrement. Et comme tu dis aussi, c'est que déjà les airdrops, ils sont donc il y a la fameuse snapshot. Qui veut dire que toi, il faut que toute ta crypto soit là à un moment donné. Je me rappelle, je sais plus si c'était quelle crypto, mais c'était XRP. Il y avait un snapshot sur le nombre de XRP et ça te donnait, j'oublie le nom de la crypto qui était airdropée. Mais du coup, ça peut aussi influencer le cours des cryptos. Parce que forcément, tout le monde avait un peu grossi son bac de XRP avant le snapshot. Tout le monde avait revendu juste après. Donc ça crée aussi de la volatilité sur les jetons. Et en fait, moi, je m'étais rendu compte que finalement, quasiment trader cette information-là était plus profitable que le airdrop lui-même. Oui, ça c'est clair. Ouais. Ouais, je joue ce narratif-là, ce jeu-là aussi, là, parce que souvent, les attentes sont plus élevées que l'événement en soi. Là. C'est un peu un buy the rumor, sell the news. Ouais. Mais oui, exactement. Effectivement, il y a de l'argent à faire quand même quand tu sais ça. Ouais. C'était le flair, je viens de me rappeler. Exact. C'était le flair. Ok, parfait. Bon, c'est cool. Ça nous donne quand même un contexte. Donc aujourd'hui, toi, tu penses que c'est un peu moins intéressant, mais ça pourrait éventuellement revenir. Mais donc là, tu dis qu'on est en marché haussier et que le meilleur moyen de faire de l'argent en marché haussier, c'est tout simplement d'être investi dans le marché, de tenir des positions, de faire du trading. Donc, parlons un petit peu de la cyclicité justement, parce qu'on est donc en septembre là 2024 au moment où on enregistre. On peut dire que la timeline sur Twitter ou sur X est encore très très négatif. On voit qu'il y a plein de gens qui sont un peu dans le mal et qui se demandent est-ce que finalement le bull run aura lieu, etc., etc. Toi, c'est quoi ta vision du cycle en ce moment? Est-ce que tu penses, en tout cas, tu semblais dire que tu vois un 4 ans qui va rester. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui restera toujours parce que c'est intrinsèquement lié à Bitcoin et à sa conception, ou est-ce que tu penses que éventuellement, plus le marché va maturer, plus on pourrait voir des choses qui vont changer? Pour répondre à ta première question, qui est de qu'est-ce que j'en pense du marché actuel. C'est pas compliqué, on est dans un marché aussi. Ça, il n'y a pas de doute. Le marché, historiquement, au mois de septembre, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo YouTube, c'est pas un mois qui est bullish. Donc, je m'attends à une continuation d'une consolidation pour le marché des cryptos. Donc, le marché risque de continuer d'être ennuyant. Mais, à partir d'octobre, parce qu'on est dans une année électorale aux États-Unis, bien, je m'attends à une reprise du marché jusqu'à la fin de l'année, puis probablement vers la fin de l'année que ça sera le temps d'investir dans les altcoins, parce qu'on le sait, il y a un mouvement d'argent en crypto-monnaie, ça va du Bitcoin, Ethereum, puis tu sais, les altcoins. Il y en a qui doutent de ce mouvement d'argent encore aujourd'hui, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les cycles de 4 ans, j'y crois. Faut juste pas être aveugle puis de croire là, que ça va toujours rester. Je pense que, tu sais, historiquement, ça a toujours été ça. Donc moi, c'est ma thèse numéro 1. Puis à un certain point, faut savoir décrocher de cette thèse-là. Sinon, ça peut coûter cher de rester avec une idée, comme une idée fixe en tête, là, mais comme c'est ma thèse numéro 1, ma thèse numéro 2, si ça fonctionne pas, c'est d'accepter que le cycle 2024 sera différent ou plus long, plus court. Est-ce que s'adapter parce qu'il faut savoir se retirer au bon moment quand c'est fini aussi. Là. Alors, c'est quoi que tu surveilles? Est-ce que c'est quelque chose de technique? Est-ce que c'est une espèce de stop loss temporel où tu te dis si on n'a pas atteint tel niveau à tel moment, moi je considère que finalement je remets en cause ma théorie du marché haussier? Est-ce que c'est des niveaux sur Bitcoin? Qu'est-ce que tu regardes pour dire à quel moment tu diras les choses ont changé, le cycle n'est plus le même? C'est un peu complexe là, comme question, puis ça reprend un peu avec tous mes apprentissages que j'ai fait dans le passé. Il y a des façons de voir au niveau technique, si une structure reste haussière ou baissière,
Avec le on-chain, si tu regardes plusieurs métriques qui disent que c'est suracheté avec le Newpol, entre autres, tu peux savoir si c'est dans une zone vraiment euphorique. Fondamental, tu sais, c'est des grosses nouvelles importantes, tu sais, comme le dernier cycle aussi, bon, on avait là le listing de Coinbase, puis ça a marqué la fin du cycle, on avait le début d'une guerre, fait que, tu sais, c'est des grosses nouvelles qui avaient beaucoup d'impact. Fait que tu sais, c'est pas mal ça. Puis le fait de le temps aussi, le temps passé, tu sais, si on a dépassé de beaucoup 4 ans, ben tu sais, à un moment donné, c'est que plus que le temps avance, plus que le risque augmente. Fait que c'est de mettre en conjointement plusieurs informations, puis se faire une tête là-dessus, là. Est-ce que tu penses que, par exemple, moi je partage un peu ton avis là-dessus. Je pense que des cycles de 3 ans et demi, 4 ans, alors là où on n'est pas forcément d'accord, c'est que moi je pense que c'est plutôt 3 ans et demi plus que 4 ans, parce que si on regarde le dernier cycle, la deuxième jambe haussière qu'on a eue était plutôt un retest selon moi. On est monté un tout petit peu plus haut, mais guère plus, avant de retomber. Et puis certains indicateurs comme le P-cycle, le Mayer, etc. avaient indiqué en avril au lieu de novembre le sommet. Donc je pense que c'était plus un retest. Donc je dirais plutôt 3 ans et demi, 4 ans pour être bien sûr. Mais est-ce que tu penses, donc je pense que effectivement ces cycles pourraient être amenés à rester dans cette zone-là cycliquement parlant. Par contre, je pense que à l'intérieur du cycle, les phases pourraient changer en termes de longueur. On est habitué à avoir, pour schématiser, un an de chute du bear market, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de période d'accumulation, et puis 1 an à peu près de marché haussier à la louche. Est-ce que ces phases-là à l'intérieur ne pourraient pas se déplacer avec, par exemple, une période d'accumulation plus longue et une période de distribution plus longue, puisqu'on a des institutionnels maintenant qui sont rentrés dans la game, et donc du coup, ça leur prend du temps à ces gens-là d'investir plus longuement, et la même chose pour la distribution, ils vont devoir vendre plus lentement aussi. Donc peut-être qu'on aurait, en termes d'accumulation, peut-être que ça pourrait durer le même temps ou peut-être un peu plus, mais du coup, bon bah ça c'est la période d'accumulation, c'est un range, on sait ce que c'est. Mais pour la distribution, s'ils font la même chose, on risquerait peut-être de se trouver, au lieu d'avoir une montée exponentielle, peut-être plus justement un range dans le marché haussier finalement. Donc je penserais pas forcément que la donnée cyclique soit décalée. Je resterais peut-être sur un 3 ans et demi, 4 ans. Mais les phases à l'intérieur, elles pourraient peut-être éventuellement changer. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça se peut. Je pense que chaque cycle est unique, puis 2024 nous l'a prouvé. On a atteint un sommet historique avant le temps du cycle de 4 ans. Là. Avant le halving. Ça s'est jamais fait. Puis... tu vois, depuis ce sommet-là qu'on a fait, le nouveau sommet historique qu'on a fait très tôt dans le cycle, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on consolide près de ce all-time high-là. Donc, c'est un pattern qu'on n'a jamais vu aussitôt dans un cycle. Fait que ça prouve que il y a une certaine unicité, si on peut dire. Bien sûr. D'un cycle à un autre. Puis qu'il faut pas comme... rester avec l'idée ferme que les cycles, ça doit toujours fonctionner d'une façon, parce qu'il y aura toujours des nouvelles fondamentales qui arrivent sur le marché. Tu sais, on l'a vu avec les ETF, Bitcoin, Ethereum. Bon, Ethereum, ça l'a pas fait grand-chose finalement. Il y a eu un petit peu de hype, là, mais des nouvelles qui vont faire en sorte que ça va soit accélérer ou même le contraire, là, le cycle des cryptos. Mais tu vois... C'est ce que je pense, mais je pense, ultimement, on peut rien savoir. Non, ça c'est clair, c'est indéniable, là-dessus on est tous d'accord. Mais tu vois, si on regarde les charts graphiques, la consolidation qu'on a depuis 6 mois, on a toujours eu ça sur les cycles de 4 ans. C'est juste, comme tu dis, c'est le timing qui a changé. C'est qu'on est trop en avance par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais si tu regardes cette forme de consolidation, à chaque fois, l'année avant le bull run, on a toujours cette consolidation et ensuite on part à la hausse. Mais c'est pas
le principe n'a pas changé, c'est juste que les périodes ont été décalées dans le temps, dans le timing, mais la logique derrière ça est toujours là au final. Et si là on parle justement de rester flexible, de suivre les cycles chacun pour ce qu'ils sont, au niveau de on pourrait aborder peut-être la stratégie de sortie, ce serait un bon moment. Est-ce que toi, tu as une stratégie que tu as déjà pensée? Est-ce que, de la même façon, est-ce que c'est des choses techniques que tu vas surveiller? Tu parlais tout à l'heure du NUPL, je sais jamais comment le dire, NUPL. C'est quoi? Net Unprofit... Net Unrealized Profit and Loss. Ok. Est-ce que c'est ce type d'indicateur, parce que comme justement tu as un background aussi d'analyse on-chain, est-ce que c'est des choses comme ça qui vont te dire quand sortir? Est-ce que tu vas faire du DCA out? Est-ce que tu essaies de te rapprocher le plus possible? Ou est-ce que tu as déjà ramassé ta mise de départ et tu es sur un free bull run? Comment tu as préparé ta sortie? Ma sortie est pas là parce que, à mon sens, le bull run est loin d'être terminé. Le gros des gains reste à venir. C'est pour ceux qui ont vécu l'ancien cycle aussi, 2021, 2022, mais c'est son pouvoir, là, des gains assez impressionnants sur le altcoin. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu de alt season vraiment en ce moment, même si quelques altcoins, puis là je dis vraiment quelques, le Bitcoin a surperformé la grosse majorité des altcoins. Oui, il y a quelques altcoins comme Tao qui a surperformé, mais le Bitcoin, mais la grosse majorité des altcoins ont sous-performé le Bitcoin. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu de alt season. La dominance du Bitcoin est en hausse depuis des mois puis des mois. On est près de 60%. Je pense qu'on est à un niveau proche qu'il y ait un retournement. Donc ça, c'est une charte qui est intéressante à analyser pour dire, OK, j'ai des investissements en Bitcoin, je pense que ça serait le temps de flipper pour des altcoins pour faire plus de gains. Fait que c'est ça, c'est comme pour moi de rester dans le marché, ça fait encore du sens. Puis pour ma stratégie de sortie, ben c'est ça, on a toute notre façon là, mais à partir là de 100 000, je vais prendre des gains sur mes investissements en Bitcoin, mes investissements dans la finance traditionnelle, dans les minières. Je vais prendre des gains aussi, je vais investir dans les altcoins, puis tranquillement là, retirer là, au fur et à mesure qu'on se rapproche là, vers la fin du cycle de 4 ans. Ok, parfait. C'est intéressant de faire le parallèle aussi avec le marché traditionnel et de voir qu'on peut quand même, en fait, la crypto-monnaie a un impact aussi dans le marché traditionnel. Tu parles des minières, justement. Je sais que, par exemple, il y en a qui ont tradé l'action Coinbase, qui finalement devient une espèce de... C'était quasiment un ETF de la crypto avant l'heure, ou même MicroStrategy, Michael Saylor était connu aussi pour ça. Après, il y a eu l'intelligence artificielle cette année. Hein, c'est vraiment un des grands... une des grosses révolutions qu'on a tous vécues. Et donc, du coup, on a vu Nvidia et compagnie qui ont ultra performé. Au niveau de toi, des narratives, est-ce que tu as des chouchous? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses il y a eu trop de hype et que pour la suite du cycle, ça risque de pas mal être terminé? Ou à l'inverse, est-ce que tu vois des narratifs dont on n'a pas trop parlé encore et tu penses qu'ils ont un beau potentiel de hausse pour les prochains mois? Ouais, je dirais que mon top 3 narratif, c'est les highs, même si ça sert à rien. En fait, c'est comme ça pour toutes les cryptos. J'ai pas compris, les quoi? C'est quoi? Les highs, l'intelligence artificielle. Ah, ok. Mais pourquoi tu dis que ça sert à rien? Je suis curieux. À mon avis, c'est juste comme pour faire une passe d'argent puis pour hyper faire du hype là. Mais en ce moment, il y a pas vraiment un réel besoin de concilier crypto et AI là. On n'est pas à un point où est-ce que on utilise vraiment les AI là. Il y a pas BitTensor. C'est une bonne crypto-monnaie parce que ça crée de l'engouement sur les réseaux sociaux, mais sans plus, selon moi. Il y a Render qui a vraiment une utilité réelle.
que là, pour interagir sur leur application, ben tu peux acheter, ça swap en render, en tout cas. Mais t'achètes pour moi, de la puissance de calcul. Ouais, exact. Mais pour moi, c'est juste là où est-ce qu'il y a de l'argent à faire, c'est là où est-ce que il y a de la visibilité puis qu'il y a de l'engouement. Parce qu'investir en crypto-monnaie aujourd'hui, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Puis on le voit avec les meme coins, tu sais, pourquoi les meme coins performent bien? C'est pas parce que ça sert à de quoi. C'est parce que les gens sont tannés de se faire domper dessus par les VC. La majorité des nouveaux projets qui sortent, on le sait, sont souvent financés par des gens, des institutions qui veulent faire de l'argent, donc qui investissent à des prix dérisoires tôt. Oui, il y a des risques parce que leur argent reste bloqué pendant un certain temps, mais ces gens-là, souvent, récupèrent beaucoup plus que leur argent. Fait que les gens qui sont dans le marché actuellement, c'est des gens qui sont habitués, qui sont expérimentés, puis ils comprennent ça, puis c'est pour ça que il y en a plusieurs qui disent il y en a qui investissent juste dans meme coins justement pour ça, tu sais. Je dis pas que c'est une chose à faire, mais les crypto-monnaies en ce moment, tu sais, il n'y a pas une assez grande adoption à mon avis. C'est beaucoup de la spéculation encore. Ça va probablement changer lorsque, tu sais, quand il va y avoir plus d'adoption puis qu'il va y avoir plus d'utilité autour de ça, mais en tout cas, c'est mon opinion pour l'instant. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens regardent plus la tokenomique finalement que l'utilité réelle du projet. Parce que s'il y a eu un fair launch, si il n'y a pas trop de pression vendeuse, il n'y a pas des gros unlocks qui s'en viennent, finalement, les gens sont plus tentés d'acheter les projets. Et on sait tous qu'on fait quand même de la grosse spéculation là-dessus. On mise sur l'arrivée massive de gens dans cet écosystème et de s'être placé assez tôt pour avoir le temps de faire de l'argent. Mais je suis d'accord avec toi. Puis j'aime bien entendre des gens qui sont plus critiques justement là-dessus. Donc c'est pour ça que je voulais que tu ailles un peu plus loin dans ton explication. Donc là, tu as parlé d'intelligence artificielle, Memecoin, définitivement, qui est encore... je pense que c'est clairement le narratif qui a le plus surperformé sur ce cycle-là à date. Est-ce que... tu as parlé render, qu'on met peut-être plus dans la catégorie d'épines aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses je pense peut-être au RWA. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as suivi? Oui. Mais tu sais, encore là, tu sais, le Real World Asset, si tu parles vraiment mettons, un agent immobilier que ça peut se faire sur la blockchain, je te garantis que 100% des agents immobiliers vont comme dire non, moi je suis pas intéressé. Faut que ça passe par un notaire, faut que ça passe par, disons, une institution financière, faut que ça passe par moi. Je pense qu'il y a trop de barrières pour que ça passe sur une blockchain. Mais encore là, c'est l'engouement. Fait que si le marché décide que c'est un bon narratif, les crypto-monnaies de ce narratif-là vont bien performer. On a vu Ondo qui a fait des belles performances depuis sa sortie. Il faut juste faire attention. Il y a une libération de tokens assez importante là, en début d'année 2025. Comme je disais tout à l'heure, les VC vont vous domper dessus si vous n'êtes pas au courant de ça. Donc, toujours investir en toute connaissance de cause puis faire vos propres recherches. Fait que, oui, peut-être, le narratif va sûrement revenir parce que c'est un narratif qui se parle beaucoup sur Twitter. Moi, pour le Real World Asset, je trouve que c'est un narratif qui est vraiment très intéressant et qui a un potentiel énorme. La seule question que je me pose, c'est pour un peu dans la même gamique que toi, je pense qu'on est un peu trop tôt sur ce narratif. Je pense que les gens sont pas encore assez prêts pour ça. Par exemple, avec tout ce qui est immobilier dont on a parlé, bien que c'est quand même assez intéressant parce que tu peux mettre quand même ta maison en garantie pour avoir un prêt, par exemple. Tu vois, si moi je prends ma maison, je vis dans une maison autonome. Aucune banque veut me prêter de l'argent pour ça. Mais ça veut pas dire que ma maison vaut rien, tu vois. Donc je peux pas passer par les institutions financières pour X raisons, en la mettant en collatéral sur la finance décentralisée, mais je pourrais quand même avoir un prêt. Donc il y a quand même une utilité. Et puis c'est pas juste l'immobilier, il y a aussi
tout ce qui est bourse, en termes de sécurité notamment, il y a deux choses en bourse que je trouve intéressantes. C'est que en bourse traditionnelle, de passer en real world asset, donc en tokenisation, les deux choses importantes que moi je trouve bien, c'est premièrement, tu peux acheter des fractions d'une action. Donc si une action elle vaut 5 000 $, t'as pas 5 000 $, tu peux acheter des portions de cette action qui jusqu'à présent en bourse traditionnelle n'est pas possible. Et la deuxième chose qui moi je trouve géniale, c'est qu'en bourse, si ton broker il fait faillite demain, t'es baisé, t'as plus rien, tes actions elles sont dégagées. Alors il y a beaucoup d'assurances dans ces domaines-là, donc il faut faire confiance aux assurances, mais c'est pas dit qu'on te rembourse forcément tout. Mais si ton broker disparaît, tu n'as pas les actions dans tes mains. Alors que si on repasse justement sur la blockchain avec le real world asset, si demain ton broker il tombe, bah c'est pas grave, c'est sur la blockchain, tu changes de broker et tu récupères tes actions finalement. Donc il y a une demande qui n'est pas là en bourse, enfin pas une demande, il y a une utilité qui peut venir combler les lacunes qu'il y a dans la finance traditionnelle. Sauf que peut-être qu'on est un peu trop en avance pour ça. Les gens sont peut-être pas encore prêts à comprendre cette utilité. Après, pour être tout à fait exact, le fractionnement des actions, c'est quelque chose qui existe déjà quand même dans la finance traditionnelle. Autant pour moi. Mais ça va être à l'échelle d'un broker en fait. Donc si tu as par exemple Interactive Broker qui est assez gros, eux vont tenir les comptes. Tu peux acheter une fraction d'action, mais tu restes positionné sur ce broker-là. L'avantage du RWA, c'est que tu pourras ouvrir ça et vraiment démocratiser, parce que comme toi, je suis convaincu que c'est ça. En fait, ça va aller chercher de la liquidité chez les petits porteurs. Exact. Parce qu'aujourd'hui, si t'es pas un gros fonds, c'est très difficile d'investir sur certains assets, alors que là, tout le monde va pouvoir investir dans l'IMO, tout le monde va pouvoir investir dans tout un tas de choses. Et c'est ce que le PDG de BlackRock a vu et a expliqué publiquement. Et c'est pour ça que toute la narrative est partie vraiment de là. Mais je suis d'accord pour dire que c'est encore assez tôt. Et il y a beaucoup de projets à mon avis. J'ai l'impression que des fois c'est un peu de la DeFi rebrandée d'une certaine façon aussi. Je sais pas si vous avez ce feeling-là. Bah, le plus gros problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est cette question de décentralisation. C'est-à-dire que d'avoir des gros institutionnels qui mettent ça en avant, qui participent, qui financent, machin, tout ça, c'est très bien pour la visibilité et la compréhension des gens, donc l'adoption de masse. Mais le revers de la médaille, c'est que la décentralisation, elle prend le bord. Tu vois ? Toujours pareil, le fameux trilemme, d'où le nom de notre entreprise, on le rappelle, mais c'est ça, c'est SSD, donc c'est sécurité, scalabilité, décentralisation. Et souvent, en fait, quand on va d'un côté, c'est un peu au détriment des deux autres. Donc, il n'y a pas encore de projet crypto qui a vraiment résolu le trilemme de la crypto. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est toujours avec certains compromis, quoi. Ok, alors là je fais le tour de mes questions un petit peu, on a parlé pas mal. Bon, au niveau actualité, c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, mais on l'a un peu abordé finalement au travers de tout ce qu'on a déjà discuté. Peut-être, je sais pas si toi tu as une opinion par rapport à ce qui s'est passé. On a attaqué quand même certains symboles, notamment l'arrestation de Sisi. Plus récemment, on a eu aussi l'arrestation du CEO de Telegram, Pavel Durov. Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus ? Est-ce que tu penses que ça fait partie d'une vaste manipulation finalement les géants de la finance traditionnelle qui sont en train d'arriver, de vraiment s'accaparer le marché, ou je sais pas. Je veux te lancer sur cette thématique-là. Écoute, je connais pas, exactement j'ai pas toutes les informations pour vraiment, te dire mon opinion sur ça, mais je suis pour la liberté d'expression, puis je contre la divulgation d'informations confidentielles. Donc, je pense que faut avoir un point où est-ce que ces informations-là soient respectées. Je pense que c'est un peu pour ça que le CEO de Telegram avait été emprisonné. Je pense que là, il est sur le point. Il était relâché. Ouais. Je trouve que c'est dommage là, en 2024 que, surtout dans des pays démocratiques là, assez avancés, censé être ça démocratique. Fait une bonne presse après les Olympiques. J'ai bien aimé. Ouais. Mais à voir. Je pense que. Mais est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur l'écosystème en tant que tel, sur la crypto ? Parce que là, on a vu par exemple la Tonchain
qui finalement est plus lié à Pavel directement, mais malgré tout le token il a pris une claque directe. Pareil, quand CZ avait été arrêté, il me semble que le BNB il avait été un peu secoué. Donc finalement, même si on s'attaque à des hommes publics ou à des emblèmes, on voit qu'il y a un impact sur l'écosystème. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qu'éventuellement on aura moins avec le temps parce que est-ce que ça prouve finalement qu'il n'y a pas assez de liquidité dans la crypto et que on est encore trop sensible à l'actualité, ou est-ce que la crypto sera toujours forcément politique parce que on s'attaque à des emblèmes, tu sais? C'est une bonne question. Je pense que sur le long terme, ça change absolument rien. Que oui, sur le court terme, peut-être que ça a des impacts là, au niveau de ces crypto-monnaies-là, mais sur le long terme, tu sais, BNB existe toujours, tu sais, le réseau de la Binance Smart Chain existe encore, Binance existe encore, quoi qu'au Canada, ben, bon, il n'y a plus accès, là, mais ça, c'est une autre histoire. C'est le Canada. C'est pas Binance. Ton existera, je pense que c'est là pour rester. On peut pas dire que c'est là pour rester toujours, c'est impossible à dire en crypto-monnaie, mais c'est là pour rester encore un bout. Il a été relâché. Donc, tu sais, c'est l'innovation, puis je pense qu'on peut pas arrêter l'innovation. C'est mon avis. Ouais, c'est bien dit. Parfait. Peut-être on peut finir l'entretien sur plutôt on va dire tes prévisions, si t'en as encore que t'as pas partagé, ou tes conseils pour ceux qui nous écoutent, qui sont sur leur premier cycle. Toi, tu disais que ça fait 6 ans que t'es dans la crypto, donc c'est ton 3e cycle, c'est ça? Ouais, exact. Donc il paraît que le 3e cycle, c'est là où tu prends ta retraite, hein, justement. Donc c'est peut-être ça. C'est tout ce qu'on te souhaite exactement. Est-ce que tu aurais des conseils, ou une expérience qui t'est arrivée, qui a vraiment été édifiante, à la suite de laquelle t'as vraiment grandi en tant qu'investisseur / spéculateur de crypto, que tu voudrais partager justement à ceux qui commencent, qui sont sur leur premier cycle et qui n'ont pas vécu encore tout ce qui s'apprête à arriver? Pendant mon premier cycle, je pense qu'on fait tous l'erreur de croire que ça va monter indéfiniment. Fait que il y a eu un point, je m'étais dit c'est bon, j'ai fait beaucoup de gains, encore x2, puis je retire tout, puis je me jette une belle maison. Donc à ce moment-là, c'est ça. Il y avait un manque de connaissance du marché. Fait que si j'avais su que ça dure 4 ans, c'est au niveau technique, il y avait des signes alarmants qui laissaient présager que c'était fini, qu'on allait monter de façon parabolique. Quand tu montes de façon trop importante à un moment donné, c'est que c'est pas soutenable. Fait que avec les attentes irréalistes, j'ai jamais atteint mon x2. Puis j'avais vraiment comme l'intention, je m'étais dit x2, je retire. Fait que finalement j'ai holdé pendant tout un bear market. Donc tu sais, je voudrais juste dire un truc, faut pas te jeter la pierre. Déjà, comme tu dis, on a tous fait la même erreur. Mais si tu te remets à l'époque, on n'avait pas cette notion de cycle, toutes ces connaissances sur les cycles. Alors, c'était le 2e cycle. Oui, d'un point de vue 2017. Exactement. D'un point de vue technique, oui, il y avait des signes alarmants, donc il faut quand même connaître les connaissances, avoir des connaissances techniques, ça je suis d'accord. Mais d'un point de vue cyclique sur les crypto-monnaies, on le découvrait, on l'a appris dedans si tu veux. Donc à l'époque, il faut pas se jeter la pierre, on n'avait pas ces connaissances parce qu'elles n'existaient pas. En revanche, au jour d'aujourd'hui, ne pas maîtriser ces connaissances, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Ouais. Je pense que, pour finir ce que je disais, d'avoir des attentes trop irréalistes, ça l'amène justement à un peu à une perte, là, à la perte de soi. Je pense que, comme, idéalement, vaut mieux être encadré, parce que c'est dur de passer, tu sais, quand on a tout une job, on a tous des hobbies, des familles, des enfants, des amis. Fait que de savoir dans quelle crypto investir, c'est une job en soi. Puis le premier bull run, tu sais, les gens vont généralement être perdants. Leur deuxième bull run,
ces gens-là vont avoir un peu appris de leurs erreurs, fait qu'ils vont faire de l'argent, mais généralement, ces gens-là vont perdre en grosse majorité. Puis le troisième bull run, ben c'est là que les gens vraiment mettent en application ce qu'ils ont appris, puis qui font vraiment de l'argent, puis qui sont capables de le garder. Mais 3 cycles, c'est long, là. C'est, tu sais, on parle quasiment de 10 ans, là. Donc, mon conseil, vraiment, ce serait de vous faire guider. Puis c'est la raison pourquoi j'ai lancé mon groupe La Meute. Ben, c'est de vous éviter certaines des erreurs que j'ai fait. Puis, tu sais, quand on dit qu'une erreur, tu sais, c'est pas tant la fin du monde. Tu sais, on apprend par les erreurs, puis c'est un peu un mal nécessaire, mais à un moment donné, si vous pouvez vous éviter d'apprendre avec, tu sais, beaucoup de temps, ou soit par perdre, des fois, c'est des erreurs qui coûtent de l'argent, pas juste du temps, mais ça serait mon conseil, justement, pour avoir une meilleure aventure là, en crypto-monnaie, là, sans vouloir trop pusher mon groupe, là, mais je sais que Stéphanie, toi aussi, t'as ton groupe, puis c'est pas cher payé tant qu'à moi, là. Si j'avais comme à refaire depuis le tout début, ben c'est ce que je ferais pour comme apprendre plus vite, puis être profitable plus vite. Tu sais, c'est exactement, je partage totalement ton avis. Moi, dans toutes mes vidéos, je dis toujours que la formation, c'est indispensable dans les finances, et surtout dans un marché, dans les crypto-monnaies qui changent aussi vite. C'est pour ça que j'ai appelé mon groupe Crypto Formation Continue, parce que c'est en continu non-stop. Et même moi, je suis dans les cryptos depuis 2012. Moi, ça fait plus de 12 ans que je suis dans les crypto-monnaies. J'en suis à mon 4e cycle. J'apprends encore tout le temps. Je fais partie du groupe de Paul, je fais partie du groupe de Captain Trading, je fais partie du groupe de Chantal, je fais partie de tout un tas de groupes, parce que c'est de l'acquisition non-stop, ça change tout le temps, et on peut pas être bon dans tout, c'est pas possible. Les on-chain aussi, j'avais suivi ta formation de on-chain, on ne peut pas connaître tout ça. On parlait de casquette tout à l'heure quand on est auto-entrepreneur. C'est la même chose. Tu peux pas tout maîtriser, la technique, les pépites, les narratifs, les machins, bon bref. Donc il faut laisser à César ce qui est à César. On a chacun des métiers différents et aller dans des groupes, c'est un investissement qui est rentabilisé extrêmement vite si tu comprends ce que tu fais, si tu suis des gens dont c'est le métier. Mais je parle pas de petits youtubeurs qui veulent faire leur beurre. Là, moi, je te parle de gens qui sont dans le métier depuis longtemps, qui savent de quoi ils parlent, etc. Mais il faut pas les suivre aveuglément. Il faut comprendre ce qu'ils font, parce que tu peux très bien ne pas avoir le même profil d'investisseur, ne pas avoir les mêmes valeurs, ne pas vouloir prendre autant de risques, etc. Donc, si tu comprends pas ce que la personne fait et que tu le suis aveuglément, c'est pas mieux. Il faut comprendre. Il faut comprendre et il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire, il faut prendre des groupes différents qui se complètent les uns les autres. Faut pas prendre 3 fois le même groupe, ça sert à rien. Si on prend par exemple, là vite fait, Paul, ça va être plutôt tout ce qui est analyse, macroéconomie, pépites. Toi, si on part sur ce que tu étais avant, qui était plutôt les airdrops, les analyses on-chain, moi c'est plutôt tout ce qui est stratégie et tout ce qui est émotion, gestion d'émotions. Donc c'est des choses qui sont complémentaires les unes les autres. C'est pas des choses qui sont 3 fois la même chose, ou tu payes 3 fois la même chose pour rien finalement, tu vois. Et au travers de ces groupes, tu vas apprendre, tu vas acquérir les connaissances dont tu as besoin. Et s'il y a des connaissances, par exemple, si les analyses on-chain te bottent, t'adores ça, dans ces cas-là, spécialise-toi dans les analyses on-chain et laisse tomber le reste. Mais les connaissances, au jour d'aujourd'hui, c'est indispensable, et on a une chance qu'on n'avait pas. Moi, en 2012, je vous assure, j'avais pas ça. En 2017 non plus. Des groupes et des personnes créateurs de contenu dont c'est le métier et qui savent de quoi ils parlent, et qui vous expliquent ces choses-là avec tout un tas d'informations qu'on peut trouver même gratuitement. C'est extraordinaire, mais profitez de ça, ou même ne serait-ce qu'un livre. Je veux dire, on a tous, alors pas toi encore Julien, mais je sais que tu es en préparation d'un livre. Ça travaille. On a tous écrit des livres, c'est pas pour le plaisir d'avoir écrit des livres, c'est pour vous partager de vos connaissances. Et un livre, c'est accessible. Si vous n'avez pas $40 à mettre dans un livre, n'allez pas faire de paris dans les crypto-monnaies. Enfin, je veux dire, c'est la base de s'instruire. Et ça, je le répéterai jamais assez. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas les connaissances et l'éducation nécessaires à ça. C'est pas possible. Ouais, non, j'appuie également votre point. Ce que j'allais dire aussi, bon, c'est vrai que 10 ans c'est long, mais en même temps,
objectivement, c'est pas si long que ça par rapport à, on va dire, au plan A qui était je vais travailler 40 ans de ma vie pour avoir une retraite, peut-être, on verra. En vrai, la crypto reste une opportunité extraordinaire pour notre génération. Je pense par contre que les retours seront de moins en moins importants et c'est normal parce que le marché grossit, donc forcément on le voit déjà, les multiplicateurs sont moins importants qu'ils l'étaient. Il y aura toujours des altcoins, il y aura toujours de quoi faire si vous êtes trader et un peu dégène sur les bords. Mais je pense que ce cycle-là, c'est dommage de passer à côté parce qu'on est encore à un moment intéressant que, comme tu dis Stéphanie, très justement, aujourd'hui, on a accès à cette information-là qu'avant, c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on peut voir les gens qui ont déjà 2-3 cycles derrière eux, comment ils ont réagi, est-ce qu'ils étaient présents pendant le bear market. Toutes ces informations-là, elles sont super importantes aussi pour juger du sérieux des gens. Et je voudrais dire aussi que l'environnement, il est très important, c'est-à-dire de vous entourer des bonnes personnes. Moi, je vois que j'ai la chance d'avoir mon petit frère qui m'a mis à la crypto. On était tous les trois ensemble. Mais depuis que j'ai commencé les interviews crypto et que maintenant j'ai, on va dire, une bonne partie de mon entourage qui sont des gens qui évoluent dans cette sphère-là, ça aide énormément en fait parce que on a tous des avis différents, ça permet vraiment de nuancer, se challenger, de rester humble. Quand on est un peu stressé, des fois de juste reparler avec quelqu'un qui dit non regarde telle affaire. Je trouve que c'est vachement important et du coup pour ceux qui se sentent un peu isolés aujourd'hui, l'information c'est aussi un accès vers une communauté et vers un entourage justement qui va vous porter vers des objectifs qui partagent en fait, qui sont partagés avec vous. Totalement d'accord. C'est pour quand ton livre, Julie? Si tout va bien, ça devrait être avant la fin d'année. Donc il y a 2 petits livres que je préparais. Il y en a un qui est plus axé sur la crypto justement, mais vraiment on va dire le basic. Et le deuxième c'est plutôt sur le trading. Et moi c'est mon edge. Donc vous parliez tout à l'heure un peu de vos forces à vous. Moi je me suis vraiment, en fait à un moment donné je me suis rendu compte que il y a de l'argent à faire en crypto-monnaie. Mais si je voulais tout faire, en fait, je m'éparpillais. Donc justement, à un moment donné, j'ai voulu faire les airdrops, j'ai voulu faire les ICO, j'ai voulu faire regarder tel type de données, etc. Et comme moi, je venais avant de tomber dans la crypto, je faisais déjà du trading. J'avais cette expertise-là avec quelques indicateurs, d'avoir travaillé mon mindset, parce que pour moi, c'est vraiment le mindset qui fait la différence en trading. Si c'était l'analyse technique qui faisait la différence, on le saurait. On n'aurait pas 95% de perdants. Donc c'est vraiment le mindset et c'est là-dessus que je mise. Et donc du coup, j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus pour finalement, je te dirais, résumer les 100 livres que j'ai lus sur le sujet et plus mon expérience personnelle pour vraiment avoir vraiment un bon socle sur lequel on peut s'appuyer. Ok, super. Pour Noël en 2024. Ouais, pour Noël 2024, si tout va bien. Et puis, Inch'Allah. Mais maintenant, j'ai plus de temps, donc ça devrait on t'invitera. Bonne chance. On t'invitera dans le podcast parce que du coup, nous, on met en place aussi. Je mets en place un podcast justement sur le mindset et tout ce qui est gestion d'émotions. Ça sera à l'automne 2024. D'ailleurs, il y a un lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire. Ça vous préviendra quand le podcast sera en ligne, quand il sera lancé. Rien d'autre, vous aurez aucune autre information. Une fois que ça c'est fait, votre adresse part à la poubelle. Donc c'est juste que du coup, c'est ça, on va parler de ça avec une coach, une thérapie, une personne thérapeute, voilà, je vais y arriver, dont c'est le métier. Donc elle sait vraiment de quoi elle parle, elle va pouvoir nous donner plein de petits trucs et astuces. Et du coup, je viens d'avoir l'idée, on va pouvoir t'inviter en invité spécial. Ça va être fantastique. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Super. Écoute, Alex, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi. Franchement, j'aime beaucoup ton énergie. J'espère que les gens qui nous écoutent ont pu trouver de la valeur dans notre échange. Pour ceux qui voudraient te suivre, quel est le meilleur moyen de communiquer avec toi? Twitter, YouTube, mon site internet, savagecrypto.com. Parfait. Donc, je suis assez disponible. Mais ma résolution depuis que je suis entrepreneur full-time crypto, c'est de savoir lâcher les réseaux sociaux quand que le travail est fini. C'est une chose que je faisais pas quand que j'avais plusieurs chapeaux. Donc, juste accepter le fait que je vous réponds pas dans les 5 prochaines minutes lorsque vous allez me rejoindre. Mais sinon, je suis assez accessible là, sur Twitter, YouTube.
Parfait, très bonne résolution. Je vais essayer d'avoir la même discipline que toi aussi, et on mettra tous tes liens en description. Donc merci encore une fois à vous de vous être rendu disponible pour cet épisode. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici. On vous laisse mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser aussi tous vos commentaires. On prendra le temps vraiment de répondre à chacun d'entre vous s'il y a des questions, etc. Ou on prendra juste les encouragements. Et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.